Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Une grève à l'échelle provinciale pour les syndicats des milieux de la santé et de l'éducation. Retour sur la consultation citoyenne de Petite-Rivière-Saint-François. Une bonne nouvelle du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour Baie-Saint-Paul. Quelles sont les réalisations et les ambitions de Réseau Charlevoix? L'exploratrice martienne Farah Alibé de passage dans Charlevoix. Et le Camp Le Manoir, une fois de plus récompensé pour son excellence. Bonne émission! Les employés de la fonction publique des domaines de la santé et de l'éducation ont mené une grève à l'échelle provinciale cette semaine. Nous vous présentons un reportage sur les revendications des syndiqués de Charlevoix. Les journées du 21 au 23 novembre 2023 auront été marquées par un grand mouvement gréviste à travers la province. Tous les syndicats représentant les travailleurs de la fonction publique, principalement dans les secteurs de l'éducation et de la santé, sont descendus dans les rues afin de scander leurs revendications pour lesquelles les négociations n'aboutissent pas. Dans la région de Charlevoix, ce sont la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le Front commun qui étaient en grève cette semaine. La FIC, ça représente les infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Le Front commun est une coalition syndicale qui rassemble les voix de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale des syndicats du Québec, de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec et de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. C'est sûr qu'en étant en grève en même temps que le Front commun, ça a beaucoup plus d'impact parce que le Front commun représente aussi des gens qui sont dans la santé, en plus du milieu de l'éducation et d'autres milieux. Et donc, le fait que nous soyons tous en grève en même temps a un plus grand impact que si on était seuls là. On a plusieurs revendications. La première étant une revendication salariale, là, évidemment. Le but ici n'étant pas de s'enrichir, mais bien de suivre le coût de la vie. On a des revendications. En fait, nos principales revendications sont au niveau des conditions de travail, au niveau de la surcharge de travail et au niveau de la conciliation travail-famille. Donc, on cherche à avoir des aménagements de temps de travail qui permettraient aux professionnels en soins d'avoir plus de congés pour pouvoir passer du temps avec leur famille, parce que présentement, avoir des congés quand on est professionnel en soins, c'est presque mission impossible. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et on recherche surtout à ce que le gouvernement reconnaisse notre expertise en tant qu'infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, perfusionniste clinique, parce que c'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment à la table de négociation. On a un gouvernement qui nous demande plus de flexibilité et donc d'être déplacé dans divers départements, mais il ne semble pas comprendre que c'est pas quelque chose qui peut se faire pour des professionnels en soins. On a des expertises qui sont très particulières. Une infirmière en périnatalité ne fait pas du tout la même chose qu'une infirmière en CHSLD, par exemple, et on veut que cette expertise-là soit reconnue et respectée. Du côté du Front commun, les revendications tournent autour de 5 grands principes, soit le salaire, les assurances, la retraite, les droits parentaux, les conditions de travail et les disparités régionales. La FIQ compte 80 000 membres dans la province, dont environ 350 sont dans Charlevoix. Ça fait des années qu'il y a des problématiques. Nous, ça fait 25 ans qu'on voit nos conditions de travail se dégrader. Ça fait 25 ans qu'on n'est pas parti en grève et c'est la raison pour laquelle on est là en ce moment. La pandémie, en fait, n'a fait que mettre en lumière au niveau du public toutes les problématiques qu'on vit au niveau du système de santé depuis 24 ans, là. Donc 25 ans même. Donc ça n'a fait qu'éclairer, que mettre la lumière sur tout ça, mais ces problèmes-là existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Les négociations durent depuis maintenant 1 an pour la FIQ et depuis plusieurs années pour certains syndiqués du Front commun qui sont toujours sans convention collective.
Les offres salariales du gouvernement ne suivent pas le taux d'inflation et le Front commun atteste que les chiffres annoncés par le gouvernement ne sont pas ceux présentés à la table de négociation. Les employés syndiqués martèlent par contre que le but ultime est d'améliorer les conditions de travail pour une meilleure rétention, une plus grande attractivité et donc de meilleurs services pour les citoyens. Dans tous les cas, advenant qu'il n'y ait pas de dénouement imminent aux négociations, les membres des syndicats sont prêts à se battre jusqu'au bout et à se rendre à une grève générale illimitée. Cela signifierait donc la fermeture des écoles pour une période indéterminée, mais les services de santé, eux, doivent demeurer en opération. Nous sommes régis par la loi sur les services essentiels, et notre droit de grève est restreint, évidemment, à ce niveau-là. Donc, on a les services qui fonctionnent encore à 100 %, donc nos urgences, nos soins intensifs. Dès qu'il y a un risque à la santé, à la sécurité de la population, bien, à ce moment-là, on se doit de maintenir des services. Donc, ça fonctionne par centres d'activité qui ont des pourcentages qui leur sont attribués et nos professionnels en soins grèvent en fonction de ces pourcentages-là. Lors de cette journée de grève du 23 novembre, le ministre Legault a dit être prêt à bonifier son offre salariale à 14,8 % sur 5 ans, en échange de plus de flexibilité de la part des infirmières et enseignants. Une offre refusée du côté de la FIQ et plutôt mal reçue du côté du Front commun. Une nouvelle offensive de recrutement, la préparation du budget et la fin d'une grande consultation citoyenne ont bien occupé les administrateurs de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Martin Ouellette en discute avec le directeur général Stéphane Simard. Stéphane Simard, bonjour. Bonjour Martin. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le directeur général de Petite-Rivière-Saint-François. Bien, merci, ça me fait plaisir d'être ici. Puis on vous a invité parce qu'on veut comprendre certaines démarches qui sont en cours à Petite-Rivière. D'abord, vous avez tenu une grosse consultation sur votre plan stratégique de développement. Comment s'est déroulée la consultation? Pour la planification 2023-2028, on a décidé d'aller avec un outil qui est la plateforme Cocorico. Oui. Souvent, les consultations publiques, c'était plus dans une grande salle avec des intervenants qui discutaient. Et en utilisant Cocorico, ça a permis à tout le monde qui le désirait, oui. Au moment où il désirait, de donner leur opinion sur différentes propositions. On avait 4 grands thèmes et dans chaque thème, il y avait différentes propositions qui provenaient de la réflexion que la municipalité avait faite ou même de gens qui pouvaient ajouter des propositions. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'identifier des propositions, entre guillemets, gagnantes dans chacun des secteurs ou clairement des volontés d'aller de ce côté-là et d'aller de ce côté-là? Bien, c'est un peu des deux. Il y avait une 50aine de propositions et les gens étaient appelés à voter sur chaque proposition en fonction de est-ce qu'ils étaient tout à fait d'accord ou en désaccord ou quelque chose entre les deux. Et on a eu tout près de 5000 votes. Sur les différentes propositions. Donc, on voit un petit peu comment est reçue chacune des propositions. Ouais. Et suite à ça, il va y avoir une réflexion entourant l'ensemble des propositions et bien d'autres points là, qui sont importants pour la municipalité pour établir le plan d'action. Vous avez donc terminé votre consultation. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, dans le fond, c'est de mettre un peu tout ça ensemble et d'élaborer des orientations qui vont aboutir à un plan d'action. Qui serait supposé être déposé à quel moment là, dans l'échéancier de réalisation? Nous, à la municipalité, on va avoir une version préliminaire un peu avant Noël pour voir un petit peu, faire des petits ajustements, voir un peu là, les grandes orientations qui sont proposées et peut-être affiner un peu les actions. Et ça va être présenté, le document final est prévu pour être livré au début 2024 et présenté à la population par la suite. Donc, il y aura une autre consultation encore sur le plan stratégique? Il va y avoir une consultation avec le conseil et le comité de pilotage, mais la consultation grand public a eu lieu avec Cocorico. Parlons maintenant des embauches que vous faites à Petite-Rivière. Ça a fait beaucoup parler. Parce que vous avez déposé des conditions qui sont, je dirais pas exceptionnelles, mais qui sont très alléchantes par rapport à ce qui se vit sur le marché là, comme emploi similaire là, dans d'autres municipalités. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller avec des offres aussi généreuses? Bien, c'est le besoin. Le besoin d'avoir des employés, le besoin d'avoir des bons employés.
d'avoir des employés qualifiés. On a fait des constats suite à plusieurs appels de candidature. Vous aviez de la misère à recruter? Énormément. Là, les 4-5 derniers appels de candidature, on avait très peu de CV. Quand on avait des discussions avec les gens, on s'informait des attentes salariales. C'était souvent au-delà de ce qu'on pouvait offrir. Donc, avec le conseil, on s'est penché là-dessus, on a regardé c'était quoi les différentes options et une des conclusions que le conseil a retenues, dans le fond, c'était vraiment d'accorder une majoration, d'augmenter les salaires. Et force est d'admettre que ça a eu un impact très, très, très positif sur le recrutement. Là. Oui, parce que vous avez mis les grands moyens. Mais avant de parler des moyens que vous avez utilisés, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un prix du marché? Il y a un prix du marché, et puis vous êtes arrivés, vous autres, puis un peu découragés du manque d'intérêt que ça suscitait vos recrutements. Vous avez comme augmenté ou vous avez été beaucoup plus loin que ce que le marché offre pour des emplois similaires. On a l'impression que vous avez comme débalancé les choses un peu. Je crois pas, parce qu'on avait quand même fait notre travail. Okay. On avait comparé avec d'autres municipalités, Baie-Saint-Paul pour ne pas le nommer, et aussi le privé. Là. Donc, veut pas, on est en compétition avec les plus grandes organisations, avec le privé, pour la même clientèle, pour les mêmes candidats. Et à quelque part, il faut ajuster les salaires. On a décidé d'ajuster les salaires municipaux. Mais je vous dirais qu'avec les comparables qu'on a faits, on n'est pas... Les conditions ne sont pas surévaluées. Là. Je vous dirais que oui, c'est des conditions qui sont intéressantes, mais on n'est pas complètement en dehors du marché. Là. Et vous avez mis les moyens. Il y a eu une campagne dans les journaux, une campagne à la radio, vous avez fait de l'affichage. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Parce que là, les mises en candidature sont terminées. Sont terminées. Ça a donné, je vous dirais que d'avoir amélioré les conditions, ça a été un gros plus. Parce que ce que vous offrez au nouveau, vous l'avez signé dans la convention collective avec vos employés également. Exactement, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mais on est très fiers aussi de la campagne qu'on a mise en place, parce qu'on a beau avoir des nouvelles conditions, on a beau avoir des bonnes nouvelles, si on ne réussit pas à les faire connaître, dans le fond... Vous n'aurez pas plus de candidatures. Exactement. Et on a fait une campagne là, qui se rapprochait peut-être plus de ce qui se fait dans le privé, là, quelque chose d'agressif. Vous avez vu au niveau de la radio... Oui, c'est assez agressif, oui, c'est le mot. Au niveau là, des pleines pages dans le Charlevoisien, Facebook, Alors, la question, TikTok, c'est combien de candidatures? Pour les 5 postes qui étaient affichés, on a reçu plus de 80 CV, 80 candidats. De qualité? Oui, de qualité. On est en train d'effectuer les entrevues actuellement, puis on n'a aucune difficulté à planifier 4, 5, 6 entrevues avec des prospects là, potentiels, des candidats de qualité. Et on doit faire des choix là, qui sont pas toujours faciles, mais qui nous permettent là, d'aller chercher des candidatures vraiment très intéressantes. Pour une mise à l'emploi au début de l'année, le début d'emploi en 2024? Je vous dirais que ça dépend un petit peu des postes, comme actuellement, tout ce qui est journalier opérateur par rapport au déneigement, la date d'entrée en poste et la semaine prochaine, demain, s'ils sont disponibles. Pour ce qui est de l'adjointe administrative, le coordonnateur au loisir et tout ça, on est quand même en processus, mais l'urgence est un petit peu moins là, mais il y a quand même là, des entrevues qui vont se dérouler là, dans la dernière semaine de novembre, et pour entrer en poste, je vous dirais idéalement en décembre. Donc, les embauches vont bien. Vous avez fait une consultation, ça avance bien. Oui. Et vous avez reçu hier, comme directeur général, le budget a été adopté à la MRC de Charlevoix. Je sais que vous êtes en préparation de budget. Comment, à partir de ce que la MRC a décidé, comment ça influence le budget que vous êtes en train de préparer? Comment ça fonctionne, la mécanique du budget de la MRC versus le budget de la municipalité? Nous, dans le fond, dans un budget comme ça, il y a des incompressibles. Donc, on se doit de mettre... Les quotes-parts de la MRC nous sont, entre guillemets, imposés. Là. Donc, adoptés par la MRC. Exactement. Donc, nous, ils nous envoient les informations, on met ça dans notre budget.
Il y a plusieurs autres comptes qui s'écrivent tout seuls, là, si je peux dire. Là. La quote-part de la SQ, les salaires à partir du moment où on décide d'avoir tant de personnes à tant de salaires. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre, entre guillemets, dans le budget. Donc, il y a plusieurs Hydro-Québec, les assurances. Donc, il y a plusieurs postes qui s'écrivent tout seuls. Donc, par la suite, le Conseil se réunit pour faire un topo de tout ça et discuter de postes ou d'investissements et du plan triennal des mobilisations en fonction de leurs priorités, en fonction de leur vision de la municipalité. Mais ça, c'est pas l'ensemble des postes. Vous êtes en train de faire ces calculs-là, là, présentement. Exactement. Pour un budget qui serait prévu d'être déposé à quel moment à Petite-Rivière? Nous, le dépôt du budget va se faire cette année là, autour du 12 ou du 12-14 décembre. Vous avez l'obligation de procéder avant la fin de l'année au dépôt de votre budget. Exactement, dans une séance unique, là, dans le fond, dans une séance spéciale où on va déposer le budget et le plan triennal des mobilisations. Vous êtes maintenant directeur général de Petite-Rivière-Saint-François depuis 2 ans, 3 ans? Vous êtes en fonction? 3 ans en février. Qu'est-ce qui a le plus changé à Petite-Rivière depuis votre arrivée? Qu'est-ce qui a le plus changé? D'abord, parlons juste au nombre d'employés. Vous êtes rendu à combien d'employés? À la fin du processus, on va être autour de peut-être entre 22 et 24 employés. OK. Je vous dirais ce qui a le plus changé, c'est les projets qui sont dans le collimateur, si je peux dire. Okay. Donc, les budgets augmentent, oui. Il y a des, le Club Med a commencé à payer des taxes. Exactement. Donc, le budget augmente, mais dans le fond, ça fait un peu plus de la même chose. Mais là, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. On parle du parc des Riverains, on parle d'habitation à prix modique avec Accès Logis. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, tout à fait. Oui. Mais là, on est sur le bon côté. J'ai l'impression que on va avoir probablement des annonces à faire. Vous pouvez donner des mandats, là. Oui, on a donné des mandats à des professionnels. Donc, en 2024, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. Donc, c'est le volume de projets que vous devez traiter qui a changé? C'est le volume de nouveaux projets qui s'ajoutent et qui amènent, qui sont des beaux projets, qui sont constructifs pour la municipalité, mais qui amènent des obligations de suivi, de travailler avec les professionnels et tout ça. Donc, c'est probablement là, la chose là, qui est différente. C'est sûr que ça ne fait pas très longtemps, mais si on parle, l'évolution que j'ai vue, c'est par rapport à ça. Bien, Stéphane Simard, merci beaucoup d'être venu faire le point avec nous ce matin. Merci beaucoup de l'invitation. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a annoncé un investissement majeur en infrastructures routières pour Baie-Saint-Paul. Voici les détails. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, a annoncé le 24 novembre en compagnie du maire Michaël Pilote le premier d'une série d'investissements requis suite aux inondations du 1er mai dernier. Alors, on est ici pour une annonce suite aux inondations qu'on a vécues il y a quelques mois. L'été dernier, il y a eu beaucoup d'événements climatiques extrêmes et ça a amené notre gouvernement à se questionner effectivement sur l'adaptation au changement climatique et les actions qu'on devait entreprendre. Parce qu'on le sait que c'est une réalité, il va falloir s'adapter. Lors des inondations sur le chemin Saint-Placide-Sud, il y a eu beaucoup de dégâts. Le chemin a été endommagé. Et si on se rappelle bien, c'est près de 185 résidences et commerces qui ont été isolés, qui ont dû être évacués. Et après ces événements-là, au gouvernement, on a fait une analyse. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'une situation comme ça se reproduise? Et on en est venu à la conclusion que la capacité du fossé devait être améliorée. Alors, on annonce aujourd'hui des travaux importants sur un tronçon d'1,7 km. On va améliorer notamment le drainage du fossé dans ce secteur-là. On va faire du creusage aussi de fossé, donc c'est plus technique. Le maire va pouvoir vous en parler. Mais je suis fière d'annoncer en fait que c'est un investissement de 2,1 millions de dollars de notre gouvernement et ça vise directement à améliorer la situation pour ne plus qu'on revive des inondations comme celles qu'on a connues. Pour le maire de Baie-Saint-Paul, il devenait prioritaire d'intervenir pour réhabiliter le rang Saint-Placide-Sud. C'est des travaux qui vont viser à sécuriser le chemin Saint-Placide-Sud, des travaux qui sont nécessaires suite aux inondations qu'on a connues le 1er mai dernier. On va travailler là, sur la chaussée, à ses abords, surtout au niveau des talus, de faire en sorte de mieux drainer donc l'eau qui ruisselle là, dans le secteur. C'est des routes qui
sont secondaires. Donc, la chaussée est une structure qui est un petit peu plus faible, si on peut dire, que sur les routes nationales. Donc, on doit travailler pour sécuriser le secteur, puisqu'on a quand même été bien endommagé lors des crues du 1er mai dernier, malgré que la couverture médiatique a été plus modeste. C'est un secteur là, où les dépenses ont été tout de même assez importantes pour l'organisation suite au 1er mai dernier. La confirmation de cet investissement de 2 millions de dollars représente un premier pas qui devra être suivi par de nombreuses autres annonces, selon le maire Michael Pilote. Ça avance quand même relativement bien. On est en discussion constante avec les autorités du ministère de la Culture et des Communications pour tout ce qui touche le volet patrimonial de la rue Saint-Joseph, entre autres. On est à étudier tous nos cours d'eau à Baie-Saint-Paul, que ce soit la rivière des Mares, la rivière du Bras du Nord-Ouest, la rivière du Gouffre. On va arriver avec des recommandations dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, il y aura des discussions avec les autorités du ministère des Affaires municipales pour qu'on puisse avoir de l'aide financière, à savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Est-ce qu'on devra rehausser des structures? Est-ce qu'on devra ajouter des infrastructures de protection? Est-ce qu'on devra utiliser tel ou tel matériau, faire en sorte de donner plus d'espace à la rivière en mettant en place des bassins de rétention? Bref, il y a plusieurs choses qui sont à voir dans les prochaines semaines. On a encore des discussions avec le ministère de l'Environnement pour ce qui touche la rivière dans le secteur du Génévrier. Ça, je vous dirais que c'est un des dossiers qu'on devra avoir encore des discussions puisque c'est un dossier qui est en cours présentement. Après une saison prolongée et marquée par la présence du train à hydrogène, Réseau Charlevoix dresse son bilan saisonnier et nous présente les projets à venir. Martin Ouellette a rencontré Nancy Bellé à ce sujet. Nancy Bellé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à TVCO. Toujours un plaisir. Vous venez de compléter une saison complète au train de Charlevoix. Faites-moi donc un peu le bilan de votre saison. Comment ça a été? Bien, vous savez que... je vais te résumer ça simple. On s'est projeté dans l'avenir pour la saison 2023. Vous savez... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez qu'on a accueilli le premier train à l'hydrogène des Amériques, qui n'est pas... c'était un projet d'envergure qu'on travaillait depuis 1 an et demi. Et ça vous a donné un élan cet été? Absolument. Absolument. Quel genre d'élan? Bien, le chemin de fer de Charlevoix, c'est un territoire exceptionnel dans un premier temps. C'est une belle vue. Oui. C'est un territoire privé. C'est un des derniers chemins de fer privés du Canada. La rail de chemin de fer appartient à Train de Charlevoix. Le chemin de fer appartient, entre Québec et Clermont, appartient à une entreprise privée qui s'appelle Chemin de fer Charlevoix. Et qui est détenue par le groupe Daniel Gauthier. Qui est détenu par HDG, qui est Holding Daniel Gauthier. C'est en plein ça. Donc, on a un chemin de fer privé dans Charlevoix qui nous permet d'accueillir nos amis trains. Exact. C'est en plein ça. Et comment ça s'est passé cet été? Parce qu'avec la présence du train à l'hydrogène, il y a des délégations de partout qui sont venues vous voir cet été. Ça s'est très, très bien passé. Il faut comprendre que le train à l'hydrogène sortait 5 jours ou à peu près par semaine, entre la mi-juin et le 30 septembre. Et à chaque sortie de train, on avait 2 clientèles. On avait notre clientèle qui avait acheté le forfait train à l'hydrogène et on avait également des sièges réservés pour des délégations. Des délégations de toutes sortes. Cette année, avec le train à l'hydrogène, c'est 35 délégations. Je vous donne des exemples. Ça a passé de la haute direction de Amtrak, qui est une compagnie de chemin de fer américaine. Oui. On a eu également notre vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui est venue. On a eu l'équipe du ministre Champagne, qui est venue en train. Mais dites-moi, ces délégations-là et ce train, est-ce que ça vous a permis de constater des hausses d'achalandage sur la ligne de train Charlevoix? Le réseau Charlevoix? Le train de Charlevoix est encore en période de notoriété. Il recherche une notoriété. Même après 10 ans? Bien, dans la réalité, c'est depuis 2016. OK. OK, dans la formule qu'on connaît, la formule où j'ai rentré directrice générale de Réseau Charlevoix. Donc, on est encore dans une jeune entreprise saisonnière qui nous amène encore plus de défis de notoriété. Alors, le train à l'hydrogène nous a permis de faire de la publicité croisée, de faire parler de nous, de faire parler du chemin de fer et de faire parler également du train de Charlevoix. Cette année, vous aviez insisté beaucoup sur la création de forfaits pour prolonger les séjours des gens qui prenaient le train. Est-ce que vous êtes satisfait des chiffres que vous avez obtenus pour les forfaits? Incroyable. Tellement satisfait qu'on a pris la décision... Chiffres là-dessus? On parle de combien de forfaits? Parce que
On estime à peu près 90 000 embarquements, d'après les nouvelles que vous avez eues cette année. Oui, 90 000 ça représente à peu près combien de forfaits? On comprend que ce n'est pas tout le monde qui achète des forfaits. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'il y a plusieurs milliers de forfaits qui ont découlé de ces embarquements-là? Directement vendus par l'équipe du train de Charlevoix. Donc, quelqu'un qui a vu le forfait sur notre site Internet et qui appelle à notre centrale téléphonique du train de Charlevoix, on en a eu directement quasiment 3 000. Juste nous. Des forfaits qui ont été vendus. La forfaiterie qui est composée de soit une nuitée, soit d'une nuitée avec de la nourriture, soit d'une activité. Donc, pour prendre l'exemple, on a eu des forfaits avec le cirque. Oui. On allait à la Malbaie, on voyait le cirque et on revenait ou on dormait là? On dormait là aussi? On dormait. On essaie de faire dormir les gens le plus possible parce que les retombées économiques sont encore plus grandes pour notre région. Alors, la forfaitisation, c'est un besoin. C'est une attente. On entre présentement dans la campagne de Noël et la forfaitisation est notre publicité est basée sur la forfaitisation. Maintenant, l'arrivée du train à l'hydrogène, vos services habituels, la forfaitisation, est-ce que vous avez atteint votre rentabilité cette année avec 90 000 déplacements, embarquements? C'est toujours complexe, hein, parce que vous savez qu'on est entièrement responsable de chemin de fer Charlevoix. Et cette année, les coups d'eau qu'on a eus, les bris que Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain ont vécu, nous, on a eu ça également. Donc, Réseau Charlevoix s'est engagé auprès de Train de Charlevoix. On utilise votre chemin de fer, mais on assure l'entretien. C'est un peu ce que vous avez comme entente avec notre facture, notre droit de passer sur chemin de fer Charlevoix est un montage financier où une grande responsabilité revient à Réseau Charlevoix. Est-ce que c'est possible, selon vous, après toutes ces années, d'envisager un train touristique qui fait ses frais, qui n'a pas besoin d'argent? Impossible? C'est impossible. Regardez n'importe quel train passager à travers le Canada, c'est impossible. Et il n'y a presque plus de trains touristiques à part le vôtre. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est presque impossible à rentabiliser. Exactement. Alors, comment vous allez faire pour les années prochaines? On fait des montages financiers, on trouve du partenariat. On s'assure justement d'avoir de l'aide financière des gouvernements. Les gouvernements sont présents auprès de nous par des programmes normés pour nous aider à entretenir correctement notre voie ferrée. Et ça nous aide énormément à faire en sorte que notre train puisse rouler avec une facture moins salée. On se souvient que vos demandes l'an dernier qui avaient été faites suite au renouvellement de vos ententes que vous aviez avec les municipalités, avec la MRC, les résultats que vous avez obtenus étaient bien en deçà de vos attentes là, en termes de contribution. Oui. Est-ce que vous comptez revenir à la charge cette année ou vous allez faire avec les sommes qui représentent à peu près 15 de vos demandes, 20 des demandes? Est-ce que vous comptez faire avec ça ou vous revenez à la charge cette année? On ne reviendra pas à la charge. Ce qu'on a fait, comme on a pris une décision, c'est qu'on va revenir vers les villes et les MRC au niveau qui sont prêts à nous aider. Ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on s'est dit, bien écoutez, on va regarder plutôt le plan d'opération. Alors, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maximisé nos trains pour nous assurer que la clientèle payante, alors la clientèle qui part de Québec, rentre dans Charlevoix. Et on a coupé certains passages qui étaient beaucoup moins payants et qui étaient là justement pour desservir l'intra-Charlevoix. Donc, par exemple, Petite-Rivière-Saint-François, le train n'arrête plus à Petite-Rivière. Non, le train arrête partout. OK. Le train arrête partout. La seule différence... Mais la ville ne contribue plus au train. Non, la ville ne contribue pas au train de Charlevoix. Mais par contre, on arrête partout. La seule affaire, c'est que quand je parle d'intra-Charlevoix, c'est qu'à une certaine époque, on faisait 3 fois entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. On dédiait un train qui faisait du faisait l'intra-Charlevoix. Exactement. Alors ça, cette année, on a pris la décision d'arrêter de faire ça. Ça coûte très cher, premièrement. Et donc, de maximiser nos trains en départ de Québec et de revenir vers des retombées économiques régionales plus importantes. C'est quoi votre plus gros défi pour l'année prochaine? Parce que là, on sent qu'il y a un certain air d'aller. Vous ne me dites pas que vous avez fait vos frais, mais en tout cas, les revenus sont en augmentation avec le nombre de déplacements que vous avez. On est toujours à la recherche d'une certaine autonomie. Les montants recherchés au niveau de l'autonomie, c'est bien entendu ce que nous coûte l'opération du train. Donc, vous essayez de faire vos frais. Exact. En plein ça. Au niveau de l'opération, ce qui ne règle rien pour votre service de la dette, ce qui règle rien pour vos services d'immobilisation. Exact. Sur quoi repose l'avenir du train?
sur un meilleur soutien de la communauté? C'est plusieurs éléments, mais je vous dirais que l'idée générale, c'est que Chemin de fer Charlevoix et Réseau Charlevoix veut intégrer la vision sur la connectivité vers Québec. Je m'explique. C'est qu'on a la chance d'avoir un chemin de fer qui va jusque dans la ville de Québec. Mais qui arrête présentement aux Chutes Montmorency. Attention, c'est le train de Charlevoix qui arrête aux Chutes. Mais le chemin de fer continue d'exister jusqu'au domaine Mézeray, jusqu'à Limoilou. Donc, ce qu'on recherche comme vision, c'est de participer à améliorer le transport vers le plus possible. Alors, le transport collectif et touristique vers la ville de Québec. Et ça, c'est notre grande idée. Vous êtes en train de me dire que, par exemple, vous pourriez desservir en train toute la côte de Beaupré? Avec une entrée au centre-ville de Québec à la gare intermodale? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait que par le passé, les gens de Train de Charlevoix se sont cassés le nez là-dessus. On a essayé de rentrer à la gare de Québec, à la gare centrale, et c'est pas possible. Pensez-vous que ça peut devenir possible? Tout est possible. C'est ce qu'on étudie présentement. Alors, lorsque vous me demandez vers où on tend présentement vers des grands projets d'innovation. Quand je vous disais que l'avènement du train à l'hydrogène sur notre chemin... Nous a propulsé vers l'avenir? Nous a propulsé carrément vers l'avenir. C'est dans ce contexte-là que nos discussions présentement, c'est de dire, attendez, là, il y a des besoins de transport, il y a des besoins de transport collectif, et vous savez que le transport collectif est également un élément d'importance. Vous êtes présidente de Mobilité Charlevoix, mais on y reviendra. On fera ça une autre journée ensemble. Exactement, mais c'est quand même un élément d'importance. Vous vous propulsez vers l'avenir. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, vous êtes là l'an prochain. Absolument. Et que les défis sont nombreux. Mais les défis sont toujours là. Et qu'il faudra encore qu'il y ait de l'argent public qui soit investi dans le train de Charlevoix. C'est sûr, c'est clairement ça. Tout comme n'importe quel train. Bien, on vous souhaite de bien vous propulser dans l'avenir, puis on va être là pour voir l'avenir avec vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. L'ingénieure en robotique native de Joliette, Farah Alibé, était l'invitée des Caisses Desjardins de Charlevoix dans le cadre du programme Encaisse ta bourse. Voici notre reportage. C'est au manoir Richelieu qu'étaient présentées deux activités mettant en vedette Farah Alibé, soit l'enregistrement d'un balado et une conférence de l'ingénieure québécoise qui travaille maintenant pour la NASA. Une initiative des Caisses Desjardins de la région de Charlevoix. La démarche de Desjardins, c'est dans le cadre de notre programme d'éducation financière Encaisse ta bourse, où on remet des bourses d'études aux étudiants de niveau collégial, universitaire et au niveau professionnel aussi. Donc, dans le cadre de notre programme Encaisse ta bourse, on cherchait cette année une façon différente d'aller chercher nos jeunes puis d'organiser une activité pour cet événement-là. Donc, on a eu l'idée, dans le fond, de démarrer un balado qui s'appelle « Sortir du cadre ». Puis, on souhaitait, dans le fond, aller chercher un petit peu, inspirer les jeunes, trouver une personnalité, quelqu'un qui allait, dans le fond, venir, par son parcours, allait venir, dans le fond, parler de sa persévérance et de tous les événements de vie. Et puis, avec le comité, l'idée de faire venir Farah Alibé a germé. Donc, elle disait tout à l'heure dans sa conférence, quand on n'essaie pas, on n'a pas, au pire, on a un non. Donc, on s'est essayé, on a eu un oui. Donc, on a fait, puis on s'est dit, bien, tant qu'à avoir Farah dans la région de Charlevoix, pourquoi pas faire profiter la population en général de sa venue pour qu'elle puisse nous parler un peu plus longtemps de son parcours et puis de toute sa vie à la NASA. Donc, on a décidé de joindre les deux événements ensemble là, grâce à notre programme Encaisse ta bourse. Farah Alibé explore actuellement la planète Mars en tant que pilote du robot Persévérance et de son hélicoptère Ingenuity. En conférence, Farah Alibé raconte son parcours de jeune Québécoise racisée de la ville de Joliette jusqu'à son arrivée à la NASA, une histoire inspirante dans laquelle beaucoup de jeunes peuvent se retrouver. Beaucoup aimé les premières minutes, les 10-15 premières minutes, surtout sur son enfance, puis sur le fait que elle, c'est quand même une personne, c'est une femme d'une communauté racisée, puis elle a réussi à percer puis à devenir extrêmement puissante, très inspirante. Oui, c'est devenu sa force. Oui, puis de savoir qu'elle vient d'aussi loin comme ça, je trouve ça super. C'est quoi ta partie préférée de la conférence? Quand elle a parlé de ses écoles puis de son courage. Oui, c'est le plus beau message que tu as trouvé? Est-ce que tu t'es reconnue là-dedans? Oui. Bien, la partie sur le robot, les photos du robot, là,
parce que ça m'intéresse, tu sais, tous les trucs de l'espace puis toute la vie dans des autres planètes. La période de questions qui s'en est suivie a permis aux jeunes et moins jeunes d'approfondir leurs connaissances autant sur le parcours de Farah Alibé que sur les recherches scientifiques auxquelles elle participe. Pour toi, c'est le meilleur moment de la conférence? La partie des questions, parce qu'on pouvait parler puis dire qu'est-ce qu'on voulait savoir de plus, puis ça permettait d'en apprendre de plus puis savoir qu'est-ce que les autres aussi voulaient entendre. T'as-tu posé une question, toi? C'était quoi ta question? Ma question, c'était pourquoi la vie, elle s'est pas autant développée qu'ici sur la Terre. Puis est-ce que la réponse t'a satisfaite? Oui. 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 J'ai hâte de savoir la réponse. Est-ce que tu vas suivre la suite de la mission sur Mars? Oui, sûrement. Farah Alibé est la tête d'affiche du premier épisode du balado Sortir du cadre de Desjardins et d'autres seront annoncés prochainement. Donc, c'est ce qui vient clore notre édition 2023. Puis après ça, on va avoir les choses. Après ça, on va lancer celle de 2024. Et là, on va aller chercher d'autres personnalités. Ce qu'on souhaite, c'est mettre de l'avant, oui, dans le fond, quelqu'un comme Farah qui a un parcours extraordinaire de vie puis qui a su, dans le fond, se réinventer et faire les choses autrement. Mais on souhaite aussi peut-être mettre en lumière des gens de Charlevoix qui ont souffert aussi la même chose. Les bourses du programme Encaisse ta bourse seront remises au mois de décembre aux jeunes étudiants de niveau professionnel, collégial ou universitaire. C'est quand même un 30 000 qui va être remis en bourse d'études là, à nos jeunes cette année encore, juste pour nos jeunes de Charlevoix qui étudient à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, en autant qu'ils sont ici de Charlevoix, soit membres d'une des caisses de jardin de la région. Ils peuvent, dans le fond, s'inscrire à notre programme puis bénéficier d'une belle bourse d'études. Donc, quand on parle d'une bourse de 1 500 là, c'est un beau coup de pouce là, au niveau financier. Oui. Donc, on va faire le tirage et puis après ça, en début 2024, on va faire le lancement officiel de notre prochaine édition qui va, encore une fois, là, dans le fond, avoir comme trame de fond notre balado Sortir du cadre. Le balado Sortir du cadre sera disponible sous peu sur les plateformes Spotify et Apple Music. Le camp Le Manoir des Éboulements a été une fois de plus récompensé lors du dernier congrès de l'Association des camps du Québec. J'en discute avec la coordonnatrice Catherine Drapeau. Catherine Drapeau, bonjour. Bonjour. Catherine, tu es la coordonnatrice tourisme et loisirs pour le camp Le Manoir. On te reçoit aujourd'hui pour célébrer cette belle reconnaissance que le camp a reçue au dernier congrès de l'Association des camps du Québec. Parle-moi donc de ce trophée. Pour quelle raison vous l'avez reçu? Oui, bien, on est super content d'avoir reçu ce prix d'excellence-là pour notre programme Déclic. Okay. Déclic, c'est un camp d'apprentissage et de dépassement de soi. C'est un camp de jour de 2 semaines qui s'adresse aux enfants avec des difficultés d'apprentissage. Okay. Du niveau primaire, là, exactement, du 1er au 3e cycle. Donc, les enfants sont accompagnés par des moniteurs puis des intervenants en jeunesse à travers une programmation d'activités ludiques, de plein air, mais qui ont des intentions pédagogiques. Okay. Ce programme-là vise à réduire la glissade de l'été, puis à poursuivre les apprentissages que les jeunes font à l'école et à mieux les préparer pour l'année scolaire suivante. Quand tu parles de la glissade de l'été, c'est le fait de ne pas être à l'école pendant 2 mois. Il y a une perte qui se fait à ce moment-là. Exactement. Exactement. Okay. Donc, le but, c'est vraiment de soutenir, de continuer à faire des apprentissages tout au long. Comme ça, ils sont stimulés. Puis quand ils reviennent à l'école, bien, ils continuent à apprendre puis à tout le temps s'améliorer. Est-ce qu'il doit y avoir des critères, là, j'imagine, pour pouvoir participer comme enfant à ce camp-là? Comment ça se fait? Bien, exactement. Donc, on ne peut pas s'inscrire à ce camp-là. C'est le Centre de services scolaires qui nous réfère les jeunes. Et nous, on les invite à venir participer à ce camp-là. C'est gratuit pour ces jeunes-là, d'ailleurs. Okay. Puis, on est vraiment super contents de collaborer avec le Centre de services scolaires parce qu'ils sont vraiment impliqués dans le projet. Par exemple, il y a des conseillers pédagogiques qui vont nous aider à faire la programmation d'activités, par exemple. Ils vont nous aider à faire la formation des moniteurs. Puis, ils vont même nous prêter certaines installations où ont lieu les camps pendant l'été. OK. Et c'est-tu un modèle qui existait déjà ou ça a été inventé là, par le camp de Manoir? Je pense bien que ça a été inventé ou du moins créé par
le camp de manoir, mais vraiment en collaboration avec le centre de services scolaires. C'est la 3e année là, qu'on offre ce camp-là, Déclic. Puis on espère vraiment qu'avec nos collaborateurs, on va le poursuivre dans les années à venir. Mais oui, c'est un super projet. Puis c'est combien de jeunes là, par été qui peuvent participer à ça à peu près? Les groupes sont plus réduits, étant donné qu'on veut vraiment accorder beaucoup c'est pas le même ratio. Là. Exactement. Donc, pour les jeunes du premier cycle, c'est 8 maximum par groupe. Puis sinon, 2e et 3e cycle, c'est 10 jeunes. D'accord. En tout cas, bravo. Une autre belle initiative du camp de manoir. D'ailleurs, on peut souligner, on vient d'apprendre que le directeur Thomas a été réélu une seconde fois comme président de l'Association des camps du Québec. C'est donc dire qu'on a un bon directeur général pour le manoir et Port-au-Saumon, il faut le dire aussi. Du côté des activités hivernales, sinon, le camp de manoir est encore en activité. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, à chaque année, on a la traditionnelle chasse au lutin, qui est toujours un grand succès, puis une activité que les familles attendent beaucoup. Donc, cette année, on veut un peu renouveler, puis offrir quelque chose d'un peu nouveau. Donc, cette année, on a la grande chasse au lutin, qui est une activité pour toute la famille. On propose des épreuves animées sur le site du camp, un peu comme une chasse au trésor. En fait, il faut aider les lutins à retrouver les reines qui ont perdu pour qu'ils puissent retourner au pôle Nord pour aider le Père Noël aux préparatifs en vue du 25 décembre. C'est plus qu'une chasse au trésor. Là. Il y a des épreuves. Oui, exactement. Il faut être habillé pour jouer dehors. Oui, exactement. Puis, on propose aussi un dîner, on va faire un feu, il va y avoir du chocolat chaud, on va rendre ça festif, animé. Puis, c'est vraiment pas comme les années précédentes où est-ce qu'on s'adressait plus aux jeunes 0-5 ans. Là, cette année, on veut que toute la famille puisse y trouver son compte. Donc, ça va être interactif avec de l'animation. Puis, on sort dehors pour s'amuser puis rentrer dans l'univers des lutins. Donc, nos plus vieux pourront aussi participer avec petits frères et petites sœurs. Génial. Est-ce qu'il y a des activités qui sont ouvertes là, encore au public pendant l'hiver? Je pense au parcours des Bertis parce que c'est accessible. En fait, non, ça va être vraiment... Si on veut en profiter, il va falloir venir à la chasse aux lutins. Mais rester à l'affût parce que, oui, on va avoir quand même une programmation, notamment la semaine de relâche. On a toujours beaucoup de familles qui viennent en profiter. Les installations sur le site du camp de manoir, même l'hiver, on a plusieurs activités plein air dont on peut profiter. Et là, c'est pas un camp de la relâche, c'est vraiment des activités familiales avec parents, c'est ça? Ça reste encore à voir, mais il va y avoir sûrement des journées plein air que avec les enfants... prise en charge des enfants? Bien, il y a sûrement un concept de camp dont l'enfant vient puis les parents quittent. Mais il va sûrement aussi y avoir des journées plein air où est-ce que c'est plus un concept familial. D'accord. Donc, c'est à suivre pour les activités hivernales. Pour terminer, là, la chasse au lutin, est-ce qu'on doit s'inscrire d'avance? Est-ce qu'il y a un tarif? Oui, ça se passe samedi le 2 décembre. C'est dès 10 h. Il faut s'inscrire à l'avance, surtout si vous voulez réserver un dîner. Le tarif, c'est 5 $ par adulte. C'est gratuit pour les enfants. Puis, ça vaut la peine. Pas une grosse dépense. Non, c'est ça. On veut que ça soit abordable. Oui, on s'inscrit sur le site Internet. Oui, exactement. Oui. Bien, merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.